Bienvenue à toutes et tous pour ce troisième tutoriel où on va se concentrer ce coup-ci sur l'outil brush et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la gomme, parce que des fois on a besoin d'effacer quand même, et l'outil ligne, parce qu'il est quand même pas mal relié à l'outil brush, on va aussi pas mal s'en servir et il a quelques petites spécificités. Donc on va voir tout ça rapidement en refaisant un petit tour de menu mais des brushes au sens large. C'est donc parti. Alors donc vous voyez la fenêtre des brushes, c'est celle-ci, on l'avait déjà un petit peu aperçu la dernière fois dans le tutoriel précédent. Et on va pouvoir voir qu'on a donc, plusieurs, petites, options. On va commencer par refaire un tour, rapide, de celles dont on va se servir le moins aujourd'hui finalement, à savoir les guides qui permettent donc d'activer ou pas le sol, d'activer ou pas, je vous renvoie aussi à la première vidéo du tutoriel de la semaine précédente sur, l'activation ou pas de la grille de géométrie, pour voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau, de son sculpte quand on veut rajouter des formes de manière précise. Et nous avons aussi, alors là je vais prendre une couleur un petit peu différente pour que ce soit plus lisible, ce petit, mode de rendu différent, qui va nous servir, plutôt dans l'optimisation, mais on va voir quand même ici à quoi ça sert. Si je fais une forme, désactiver ça, on va pouvoir activer dans un premier temps la géométrie, donc qui permet de voir le nombre de triangles effectifs, présents sur ma forme, très important donc pour l'optimisation. Et un deuxième mode, un petit peu plus spécifique, alors ici ça va pas être très probant, mais dans des tutoriels futurs, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà, ouh là, attention, ça pique les yeux. Alors c'est un espèce de mode de heatmap, c'est-à-dire que plus je vais avoir de géométrie qui vont se superposer, alors là, le truc c'est qu'il va falloir que j'en fasse vraiment beaucoup. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que la géométrie donc était verte au départ, vire au jaune, puis au orange, puis au rouge. Attention, ça pique, voilà. Donc plus j'ai de géométrie qui se superpose, plus c'est rouge. Donc ça permet de voir à quel endroit, surtout, on a quelque chose de éventuellement trop lourd ou trop de géométrie qui se superpose. Voilà, c'est un moyen pratique de visualiser ce qui se passe à l'intérieur, de nos dessins ou de nos sculptes. 4e option, c'est à nouveau pour activer, la notice. Donc, voilà, on peut aussi y accéder par là, ainsi que sur le bouton Oculus de la manette de gauche. Et le 5e bouton sur lequel je ne vais pas cliquer parce que ça se verra pas, ça ouvre simplement la notice de Quill sur votre navigateur internet directement sur votre ordinateur. Donc si vous voulez éviter d'aller chercher le lien à chaque fois, pouf, on appuie directement dans le logiciel, on retire le casque ou on passe en mode bureau virtuel et on peut aller voir la notice directement sur le site. Donc le menu brush, qu'est-ce qui se passe dedans? Donc je rappelle, une pression sur la gâchette de la manette droite et on dessine, sa stroke, son coup de brush. Si je pousse le stick analogique vers l'avant ou vers le bas, je vais simplement agrandir ou rétrécir la forme de mon brush. Donc pas plus petit, plus gros, très simple. On peut tout à fait changer la taille du brush pendant qu'on dessine. Ça peut permettre de faire des formes un petit peu plus, travaillées ou, des choses un petit peu plus organiques. Ensuite, nous avons l'opacité. Comme sur n'importe quel, logiciel, de dessin traditionnel, quand je suis à fond, 100 d'opacité. Si je diminue l'opacité, on voit bien que j'ai quelque chose de plus transparent et si je superpose au fur et à mesure, je vais, récupérer, mon opacité, mais par, superposition de mes différentes formes. Je repasse l'opacité au maximum. Nous avons ensuite différentes formes de brush. Alors là, pour le coup, je vais l'activer peut-être après, mais l'affichage de la géométrie va nous servir. Donc on a un premier brush de base, celui que j'ai là, c'est un brush rond, sphérique, tout à fait normal, pas de problème. Ensuite, on a un deuxième brush, je ne sais pas si c'est très flagrant, qui est un petit peu plus elliptique. Donc on voit qu'il a moins d'épaisseur, hein. Si je me place sur le côté, hein, on a quelque chose de plus fin directement. Troisième brush, encore un brush qui peut paraître assez similaire, sauf que lui, il est tout plat. C'est vraiment comme une pièce de monnaie. Je n'ai aucune épaisseur, hein. C'est quelque chose de vraiment, vous voyez là, si je me mets en pile au-dessus, c'est très, très, très fin. Quatrième brush, c'est un brush, rond encore une fois, mais avec des bouts, beaucoup plus nets. Alors c'est peut-être pas très, très flagrant là, mais quand j'afficherai la géométrie, ce sera plus clair. Voilà, on a quelque chose qui normalement, au niveau du type, vous voyez là ici on a un type un petit peu plus progressif qui peut devenir un petit peu pointu. Sur cette forme de brush là, on va avoir quelque chose qui reste assez, un petit peu plus plat sur les extrémités. 5e brush, à nouveau
un brush elliptique qui a une petite spécificité, on va le voir juste après. Parce que là, effectivement, si je regarde comme ça, on a c'est pas forcément très, très flagrant. Un brush carré plat, hein, pareil, on est vraiment, comme sur le brush rond plat, de base, on est sur quelque chose donc carré, mais excessivement plat, hein, on a vraiment pas d'épaisseur pour ainsi dire. Et le dernier, ça va être le brush cube, voilà, hein, donc c'est tout simplement, un cube. Donc voilà, voilà toutes les formes de brush auxquelles on a accès dans Quill. On en a pas tant que ça et pourtant ça suffit à tout faire. Si j'active ma géométrie, on va se rendre un petit peu mieux compte de la forme qu'ils ont. Donc le cubique, hein, pas de problème, hein, il a bien des arêtes nettes. Le carré plat, pas de souci et c'est surtout sur celui-ci, l'ellipse, un petit peu spécifique et l'ellipse classique qu'on va s'intéresser et s'approcher un petit peu. L'ellipse classique, bon, bah, pas de problème, hein, elle est identique des 2 côtés. L'autre a un côté un petit peu plus plat, c'est-à-dire qu'on va avoir un côté beaucoup plus biseauté et un côté plus plat. Donc voilà, c'est juste la petite différence, qui est pas forcément évidente quand on les a dans la main, sans regarder la géométrie. Mais donc on a une ellipse, la première qui est complètement, symétrique et la deuxième e celle-ci, qui est donc un petit peu plus biseautée d'un côté. Voilà, les principales différences. Ensuite, on a la durée d'animation du brush. Alors ça, on va pas en parler du tout aujourd'hui. C'est la fonction dite Anime Brush, dont on va parler dans un des premiers tutos concernant l'animation. C'est un peu plus spécifique et il faut avoir parlé un peu d'animation avant. Mais en tout cas, voilà, on peut régler la durée d'animation de son brush dans le menu des brushes, ce qui est somme toute assez logique. Et nous avons quelques petites options ici qui vont jouer sur, je vais reprendre mon brush rond, sur la forme, on va dire, du dessin de notre brush. Donc de base, si je fais rien, d'ailleurs, je vais même désactiver ça parce que, voilà, je remets tout à nu. Voilà, j'ai un brush à désactiver, hop, ceci. J'ai un brush, voilà, coup de brush, assez simple avec pas de forme particulière sur la pointe, pas de variation de pression ou ce genre de choses. D'ailleurs, je précise, quand on appuie sur la gâchette de droite, le brush est sensible normalement à la pression. Donc ici, vu que j'ai tout désactivé, on a bien rien qui se passe. Ma première option, c'est l'opacité de mon brush. Donc plus je vais, appuyer fort, plus mon brush va être opaque. Voilà, c'est clair. Donc là, sensible à la pression, on voit que j'ai le press qui est activé. Ensuite, j'ai le mode automatique. Alors là, du coup, c'est vraiment, c'est un petit peu plus spécifique parce que la pression va jouer un minimum, mais c'est vraiment, c'est un peu le mouvement qui détermine à quel point c'est opaque ou pas et c'est surtout les pointes qui vont être, un peu moins opaques que le coup de brush, à la base. Enfin, les 2 mélangés, donc là j'ai, le mode automatique et le mode pression en même temps, donc ce qui peut permettre de faire des choses enfin, sans dire forcément plus précises. Moi je préfère le mode, à la pression parce qu'on gère tout directement, mais disons qu'on va avoir quelque chose qui peut être, un petit peu plus assisté quand on va appuyer très doucement, on va mieux contrôler l'opacité de son brush et à nouveau on le désactive. La deuxième option, c'est la pointe de son coup de brush. Donc de base, on voit bien mes pointes n'ont rien de spécial. À la pression, je vais avoir, voilà, plus j'appuie fort, plus mon brush, devient épais. Donc ça me permet quand même d'avoir un peu, voilà, comme sur Photoshop ou un logiciel de dessin, la sensibilité à la pression selon le relâchement ou l'appui que j'ai sur mon brush en lui-même. Le mode automatique, donc pareil. Alors là, ça peut être intéressant pour voir des choses un petit peu plus organiques, c'est-à-dire que peu importe un peu la manière dont j'appuie, je vais toujours avoir mes pointes qui vont s'affiner. Bon, pour faire des cheveux, de l'herbe, des choses comme ça peut avoir un intérêt pour pas se prendre trop la tête à chaque fois à avoir la bonne pression sur la touche à la fin de son coup de brush. Là, ça se fait un petit peu tout seul dans le mouvement, c'est un petit peu plus organique, c'est pas mal du tout. Et bah, comme avec l'autre, sensible à la pression et en automatique, donc là, je peux vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide encore, si je gère bien mon appui. Ça, en général, je laisse toujours en mode pression, ce qui me permet quand même d'avoir un minimum de variation, on va dire, dans mon coup de brush selon la manière dont j'appuie. Et enfin, le dernier mode qui est assez intéressant et assez spécifique donc au logiciel Quill, c'est, l'opacité directionnelle du brush. Donc là, en fait, quand je vais donner un coup de brush, donc on voit qu'il est très légèrement, enfin, il est un petit peu moins opaque qu'un coup de brush, standard. Sauf que quand je vais bouger autour, ah!
on voit que son opacité change. Et en fait, il va être plutôt opaque face au sens où je l'ai dessiné, mais si je passe complètement derrière, on est complètement en transparence. Alors ça va être très, très pratique pour faire, bah, justement des effets de transparence directement en dessinant et surtout des effets de transparence qui vont être dynamiques selon l'endroit où on va placer nos caméras dans nos scènes, l'endroit où la personne qui se déplace éventuellement dans la scène quand on va la partager va bouger. Donc si on a par exemple une vitre, des reflets dans des yeux, des choses comme ça, de l'eau, on va pouvoir simplement avoir quelque chose, bah, si je regarde d'un certain angle, c'est opaque, si je passe un petit peu autour, ça devient transparent. Donc ça peut être un outil extrêmement pratique. Passons à la gomme. Bon alors là, c'est vraiment, je vais reprendre une taille de brush, sensiblement un petit peu plus évidente. Hop, je vais faire même 2 strokes pour que ce soit bien clair. Ma gomme, bon bah là c'est tout simple, j'ai pareil donc une sphère, de contrôle de rayon d'action, une opacité, donc 100 ou 0 très peu fort, donc je vais rester à fond pour le commencer et bah, je gomme simplement ma forme, pas de souci. Une petite spécificité quand même. Quand je gomme un objet, il ne disparaît pas complètement de ma scène tant qu'il n'est pas complètement effacé. Alors ça, c'est vraiment à retenir, surtout quand on optimise la géométrie pour exporter les scènes. Si j'ai oublié d'effacer un tout petit bout d'un élément, il est toujours là. Et on va s'en rendre compte si je quitte la gomme et que je viens, on en parlera dans le prochain tuto, mais donc juste pour la démonstration, chercher mon opacité. Si je repeins avec une couleur opaque ma forme, elle réapparaît. Donc là, il faut faire assez attention parce que si je gomme des choses de manière un petit peu opaque, mais pas trop, bon là, il en restera un petit bout, voilà, il peut rester un tout petit bout de quelque chose dans ma scène et il est toujours là. Je peux le faire revenir à n'importe quel moment. Donc le seul moyen de faire disparaître une forme complètement, c'est de la gommer en intégralité, pas de problème, elle est plus là. Là, si je prends mon outil de colorisation et que je viens là, ah, on est d'accord, il se passe plus rien, j'entends plus l'interaction, ma forme a bel et bien disparu. C'est la même chose que si je la sélectionnais et que je la supprimais en appuyant sur le bouton A. Voilà, ça c'est les 2 façons de supprimer complètement une forme dans Quill. Donc attention à l'opacité de la gomme. Et enfin, on va s'intéresser à notre dernier outil qui est l'outil ligne. Alors je rappelle, l'outil ligne peut, se trouver en outil alternatif de mon outil brush, c'est-à-dire que quand je maintiens la gâchette de gauche et que je trace un coup de brush, j'ai bien une ligne qui se crée, que je peux bouger dans tous les sens, extrêmement pratique, pour, faire du dessin un petit peu précis. Mais ça peut manquer un petit peu de précision. Donc pour ça, on a l'outil ligne. L'outil ligne, il a exactement la même fonction, sauf qu'il fait une ligne tout le temps. Je n'appuie que sur, ma gâchette de droite comme si je voulais dessiner et je fais ma ligne directement. J'ai pas besoin d'appuyer sur ma gâchette de gauche, c'est un outil ligne, ce n'est pas le brush en lui-même. Je relâche, ma ligne est placée. Donc quelles sont ces spécificités? Outre le fait qu'on retrouve nos brushes, du mode traditionnel ainsi que l'opacité en fonction de l'orientation du dessin, très pratique. Je perds mes fonctions de variation de bout de ligne en fonction de l'opacité ou de la pression, puisque je trace une ligne, c'est pas forcément très utile. Par contre, quand je vais appuyer sur la gâchette gauche de ma manette Oculus gauche, je vais contraindre ma ligne aux axes de ma scène. Donc ça peut être très pratique quand on veut être précis, puisque du coup, je vois bien que je suis donc sur mes axes X, Y, Z et que je vais être extrêmement précis si je veux faire des lignes parallèles, ce genre de choses, des constructions, architecturales ou ce genre de choses. Sur un broche plat, on va même se rendre compte que j'ai un sens. C'est-à-dire que si j'oriente ma main vers le haut ou vers le côté, sur un broche plat, je peux bien le mettre à plat face à moi ou à plat dans la verticale. J'ai vraiment le choix de l'orientation. Sur un broche rond ou cubique, effectivement, là, ça changera rien. Mais du coup, sur tous mes axes, je peux avoir, voilà, cette précision qui peut me permettre de faire des murs, par exemple, après ou ce genre de choses. Donc, si je veux contraindre ma ligne aux axes, je vais utiliser la gâchette de gauche dans l'outil ligne et non pas l'outil ligne traditionnel qui est la version alternative de mon outil brush. La ligne, elle va également servir à faire des formes plus complexes. Parce qu'effectivement, quand on regarde dans Quill, on a nos brushes, c'est bien, mais on n'a pas de primitive. Ce qui peut être un peu déroutant quand on est dans un logiciel de 3D, puisqu'on a l'habitude d'avoir des sphères, des cubes, ce genre de choses. Or là, si j'essaie de faire une sphère, oula, mon Dieu, oh, c'est vraiment moche, c'est pas possible. Et donc dans ce cas-là, l'outil ligne, il va être intéressant. C'est-à-dire que si je maintiens l'outil ligne et que je bouge
très, très peu, je fais juste un petit clic, hop, voilà, j'ai un petit peu bougé, voilà. J'ai déjà quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une sphère. Idem avec le cube. Hop, j'ai un beau cube tout net. Si je veux avoir, je vais prendre ma pièce de monnaie, hop, pareil, j'ai quelque chose qui va être bon là, faut vraiment pas bouger du tout là, comme je suis debout, c'est pas évident, c'est plus facile d'être précis quand on est assis, mais voilà. On arrive à faire des shapes, des formes beaucoup plus précises. Là où ça va plus loin quand on est un petit peu créatif, c'est-à-dire que si j'ai besoin, bon, d'un cylindre, pas de problème, je vais faire avec mon outil ligne, j'ai bien quelque chose qui s'apparente relativement à un cylindre, mais puisque je peux changer l'épaisseur de mon brush, pourquoi ne pas changer l'épaisseur de mon brush pendant que je trace mon trait? Et du coup, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire des espèces de pyramides arrondies. Je vais pouvoir faire une vraie pyramide, du coup, de manière très simple, avec un bout plat, un bout pointu, et on va pouvoir donc définir plusieurs formes en jouant, petite goutte d'eau par exemple, ce genre de choses, en jouant avec nos différents éléments. Donc toujours dans Quill, ce qui est très intéressant, c'est cette dimension d'expérimentation qu'on va avoir avec les outils. On en a peu, ça peut paraître un peu simpliste, mais en vrai, c'est surtout propice à imaginer des fonctions. Un outil ligne, des brushes très simples, et on arrive assez rapidement à faire des formes beaucoup plus complexes. Et voilà. J'espère que ça vous aura été utile pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur les brushes et les expérimentations sur les premiers menus. Nos prochains tutoriels, on se retrouvera pour parler colorisation, colorisation indirecte et dégradé. À bientôt!